puissent nous rejoindre. Oh. Juste pour dire, pour les petites anecdotes, c'est un drapeau signé par Svetlana Tikhanovskaya qui nous a été offert par Frédéric Petit il y a quelques mois, qui était offert pour la diaspora de Bélarus en France. Donc j'ai l'honneur de te le tenir aujourd'hui parce que nous avons jamais perdu l'espoir et aujourd'hui, elle est plus forte que jamais parce que nous nous sommes rendus compte que le monde entier s'est rendu compte qui Loukachenko est. Nous ressemblons pour la liberté de tous les prisonniers politiques bélarusses, ainsi que Roman Protasevich et Sofia Sapega, sa copine, qui sont actuellement prises d'otages par le régime de Loukachenko. Ce rassemblement est organisé ensemble avec la communauté des Bélarusses à Paris, la diaspora bélarusse en France et l'organisation Russie Liberté, présentée aujourd'hui par Alexei Prokofiev. Je lui donne aussi la parole, mais je vous remercie encore une fois d'être venu pour soutenir la démocratie au Bélarus, pour soutenir le peuple bélarusse et pour exprimer votre soutien ici. Je donne la parole. Merci beaucoup Alissa, merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour ce moment qui est extrêmement important. Et merci encore à la communauté des Bélarusses de Paris et à toutes celles et tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression et pour la démocratie au Bélarus. Pour nous, Russie Liberté, c'est très important d'être là parce que nous sommes une association qui travaille sur les droits humains en Russie depuis 10 ans maintenant. Nous avons participé à des manifestations avec nos amis ukrainiens. Nous avons participé à des manifestations avec nos amis syriens. Nous avons participé à des manifestations avec nos amis géorgiens. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième fois, je crois, pour une manifestation avec nos amis bélarusses. Pourquoi ? Mais notamment parce que malheureusement, le pouvoir autoritaire qui est en place en Russie aujourd'hui, ce Kremlin que vous connaissez si bien, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer et de raconter, il se mêle de ce qui se passe dans les pays voisins. Nous sommes pour que la Russie soit démocratique et libre. Nous sommes pour que la Russie soit en paix avec ses voisins. Pour que la Russie fasse la promotion et des relations saines, démocratiques, positives avec ses voisins et avec l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a le journaliste bélarusse Roman qui a été kidnappé par une opération absolument scandaleuse dans un avion qui était entre deux pays européens, deux pays de l'Union européenne, et avec lui a été kidnappée Sofia, sa copine qui est de citoyenneté russe. Et le ministère des Affaires étrangères de la Russie n'a rien dit pour la libérer. Pourquoi ? Parce que nous le voyons aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun doute, le Kremlin soutient cette opération de piraterie dans l'air. Donc nous sommes là aujourd'hui avec vous, avec nos amis aussi de Reporters sans frontières, avec nos amis aussi d'Amnesty International, avec plein de personnalités qui vont s'exprimer aujourd'hui. Nous sommes là pour dire stop à la terreur au Bélarus et vive le Bélarus libre. Merci. Chers amis, ces portraits de journalistes derrière moi, hier, nous les avons affichés à la frontière du Bélarus, côté lituanien, sur la grille, alors que des gardes bélarusses passaient derrière avec des chiens. Nous étions là avec des jeunes journalistes bélarusses. Ils avaient 25, 26, 27 ans, déjà en exil en Lituanie, avec la peur au ventre, une peur qui s'est accrue ces derniers jours. Ils ont entendu un membre du Parlement bélarusse dire « c'est facile avec les opposants et avec les journalistes. Un sac sur la tête, dans le coffre d'une voiture et retour au pays. » Ils ont peur. Ils ont peur alors même qu'ils sont sur le territoire de l'Union européenne.
Ils ont peur parce qu'ils savent que la frontière est à 1 heure de route. Ils ont peur parce que l'inimaginable s'est produit. Parce qu'un État a osé commettre un détournement d'avion pour arrêter un journaliste. Pour des prétextes fallacieux, en mettant en danger la vie des passagers. Ces jeunes journalistes doivent avoir les moyens de travailler. Il faut un plan d'urgence. Parce que le journalisme est dans une situation sinistrée comme jamais au Bélarus. Parce que la répression est en train de s'accroître. Parce qu'à l'étranger, ils n'ont plus les moyens de travailler. Ceux qui sont sur place, ils savent qu'ils peuvent être aux mains de forces qui peuvent les torturer, les incarcérer. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage à leur courage, pour réclamer leur liberté, pour demander la fin de la répression, la fin de ce cauchemar. Et ça a été une séquence vraiment cauchemardesque. En quelques jours, la fermeture de toute bail, les procédures arbitraires lancées contre ces dirigeants, le détournement d'avion et l'arrestation de Roman Protasevich, et puis ces nouveaux amendements à la loi sur les médias signés par Loukachenko. Loukachenko, il accuse Roman Protasevich d'être un terroriste. C'est lui le terroriste, Loukachenko. C'est lui le terroriste. Nous avons déposé plainte devant le parquet de Vilnius, devant le parquet général, pour détournement d'avion avec intention terroriste. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement sur ce fondement que le parquet général de Vilnius a ouvert une enquête. Parce que Loukachenko, tout président qu'il est, doit être tenu pour responsable, personnellement. Il n'y a pas d'immunité sans ça. Et la plainte que nous avons déposée a été intégrée d'ores et déjà à l'enquête criminelle. J'ai rencontré des responsables de l'opposition bélarusse, notamment, évidemment, la leader de l'opposition, Svetlana Tsikhanouskaya. Elle appelle à l'aide. Évidemment, il y a eu des propos très forts, il y a eu des déclarations très fortes de dirigeants, notamment des dirigeants européens. Il y a eu des sanctions économiques, des sanctions individuelles liées à l'espace aérien. Mais ça ne suffira pas. Les prédateurs de la liberté de la presse, les prédateurs des droits de l'homme vont de plus en plus loin. Il y a quelques années, c'était un journaliste découpé en morceaux dans une ambassade, dans un consulat. Il y a quelques jours, c'était des immeubles, parce qu'ils servaient des médias poussés dans la bande de Gaza. Et là, à nouveau, un dictateur fait preuve d'innovation en matière de répression. Il ne faut pas laisser faire, il faut un grand plan, il faut une stratégie, il faut vraiment une mobilisation qui aille au-delà de mesures. Il ne faut pas laisser passer, il ne faut pas lâcher. Là, c'est trop dangereux pour les démocraties, c'est évidemment trop dangereux pour les Bélarusses, mais c'est trop dangereux pour nous. Alors, je repasse la parole. C'est Alexei qui va repasser la parole. Oui, merci beaucoup Christophe et merci beaucoup Alissa. Un mot très important a été dit par Christophe, c'est la volonté de faire peur. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes aussi là, unis, avec nos amis bélarusses, nous en tant que Russie Liberté, parce que on sait que la volonté de Loukachenko et du Kremlin est de nous faire peur. Nous qui sommes citoyens, nous qui sommes sur le territoire de l'Union européenne, on sait qu'on risque aussi d'être kidnappés par une dictature et possiblement être condamnés, voire condamnés à mort. Donc c'est un risque qu'on aperçoit aujourd'hui, qu'on sent aujourd'hui très fort, et je pense que nous devons dire tous ensemble ici aujourd'hui que nous n'avons pas peur et nous sommes prêts à continuer le combat. J'ai donné la parole à Cécile de Amnesty International France et je pense qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à Amnesty International France qui a 60 ans aujourd'hui. Voilà. Merci. Oui, chers amis, je tenais vraiment à ce que Amnesty International France soit présente aujourd'hui, bien sûr pour demander la libération de Roman et sa compagne Sofia, mais plus généralement pour montrer une solidarité internationale, et en particulier avec le peuple du Bélarus, un peuple qui s'est levé et qui est aujourd'hui victime d'une répression absolument féroce. Ce principe fondamental de solidarité internationale est parfois malheureusement oublié. Donc chaque rassemblement de ce type est une occasion pour les citoyens et les citoyennes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays, pour dire stop, pour dire c'est impossible de rester indifférent
devant le sort non seulement de Roman et Sofia, mais de tous ces citoyens et citoyennes du Bélarus qui ont un tel courage. Quelques mots supplémentaires sur Raman, j'espère ne pas répéter ce qui a été dit, mais je voudrais rappeler qu'il dirigeait jusqu'en septembre 2020 Nexta, la principale chaîne Telegram du Bélarus, une chaîne d'opposition bien sûr, et comme de nombreux journalistes indépendants, il s'est retrouvé dans le viseur. Et aujourd'hui, comme ça a été dit par Christophe, effectivement une étape a été franchie. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus de limite dans ces violations aux droits humains, que c'est fait d'une manière tellement éhontée, tellement sans limite, que notre réaction doit être encore plus forte. Raman et son associé, pardon pour la prononciation, Tsiapan Putsila, ont été ajoutés arbitrairement à la liste des individus impliqués dans des activités terroristes. Tous deux ont également été inculpés d'incitation aux troubles massifs, de violations flagrantes de l'ordre public ou d'incitation à la haine sociale. Et que de ridicules accusations, tellement révélatrices, ça devient des grands classiques aujourd'hui, et pas seulement au Bélarus malheureusement, pour faire taire toute dissidence, toute opposition et même toute critique. Donc aujourd'hui, nous devons montrer que cette arrestation est absolument inadmissible et nous devons tous encourager la communauté internationale à poursuivre sa mobilisation, car nous pouvons quand même dire que non seulement l'UE mais aussi le G7 a manifesté son indignation à travers différents moyens pour dire que c'était vraiment inadmissible. Il n'en reste pas moins que cette étape est un signe. Cette étape ne doit pas être prise à la légère. Le fait de oser intercepter un avion pour pouvoir arrêter un opposant, ça montre tout de même que le Bélarus se sent protégé aussi par la Russie. Cela montre qu'il y a vraiment des liens entre les dirigeants les plus incapables d'avoir le moindre scrupule dans les violations des droits humains. Un dernier mot aussi pour parler des citoyens du Bélarus, au-delà de Roman et de Sofia. Il faut savoir qu'Amnesty International était déjà sur le terrain dès le mois d'août, quand il y a eu ces élections dont personne n'est dupe, chacun sait qu'elles ont été arrangées. Lorsque les citoyens sont descendus dans la rue, ils ont été victimes d'une répression féroce, ils ont été arrêtés, torturés. Et donc dans ces cas-là, il est absolument essentiel de recueillir des preuves, de pouvoir écrire des rapports, de pouvoir demander justice sur la base de faits avérés. Et c'est pour ça qu'en effet, il est important que des ONG comme Amnesty International et d'autres puissent faire ce travail en appui à la société civile. Nous sommes là pour vous soutenir et nous serons toujours là, à vos côtés, quand de telles injustices sont commises. C'est absolument intolérable. Il faut à tout prix que nous soyons tous ensemble aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir si nombreux et nombreuses d'ailleurs, pour montrer notre solidarité internationale, car c'est vraiment ça qui compte le plus. Vive le Bélarus, en tout cas vive les citoyens qui savent se lever avec courage, et je vous rends vraiment un hommage ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien et pour vos mots très justes qui concernent et le régime et le peuple bélarus. Et effectivement, vive le Bélarus, vive les citoyens, parce que depuis l'été 2020, les Bélarus ont montré à quel point ils sont une citoyenneté, une conscience politique et citoyenne forte, et à quel point c'est un peuple européen et profondément démocratique. Je voulais aussi rajouter à cela que... Non, pardon, je vais le rajouter après. Désolée, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. André Gatelan. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis André Gatelin, sénateur des Hauts-de-Seine. Certains ici me connaissent sur mon combat inlassable sur la question de l'état de droit et des libertés civiles. J'ai la chance notamment d'être membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ma collègue Alexandra Louis a fait un rapport et une résolution d'urgence très très forte. C'était avant ce détournement incroyable, inimaginable. Mais aujourd'hui même, le bureau du Conseil de l'Europe est en train de se réunir d'urgence aussi, autre institution importante sur les droits de l'homme, les libertés civiles et la démocratie
à propos de cet incroyable détournement d'avions, on peut le dire, et acte de terrorisme et de piraterie d'État. Alors, on a parlé beaucoup des victimes, mais je pense qu'il faut aussi parler des bourreaux. Moi, j'ai eu l'occasion, dès les manifestations post-élection, début septembre, comme je suis rapporteur pour le Conseil de l'Europe sur les disparitions forcées, de reprendre le travail qui avait été engagé dans les années 2000 par mon ami et collègue Christos Paulgoudigues, juge chypriote et membre du Conseil de l'Europe, qui avait fait le premier rapport en 2004 sur les disparitions forcées au Bélarus. Ces méthodes abominables, à côté de la peine de mort, à côté des arrestations illégales, à côté de la torture, qui consistent à faire, à travers des escadrons de la mort, disparaître des opposants politiques. Nous avons déterminé, nous avons montré internationalement que l'organisateur en chef de ces escadrons de la mort pour le président du Bélarus était M. Dmitry Pavlichenko. Qu'a-t-on vu en août dernier? On a vu cet homme qui est supposé être sous le coup de la justice réapparaître dans la rue, inciter des groupes armés et la police à frapper, arrêter les manifestants, soit pour les enlever à nouveau de manière et les faire disparaître de manière illégale, soit pour les repousser à la frontière. Totalement scandaleux. Il y a guère, je le dis, que la presse allemande, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Deutsche Welle, qui ont daigné reprendre cette information. Mais ce qui montre, c'est que ce régime fou n'apporte absolument rien. Oui, bon, d'accord. Et ce qui s'est passé là, ce week-end, est totalement inimaginable. Si tu veux parler, tu prendras le micro après. Merci. Bon, au revoir. Donc, je disais, ce qui s'est passé est totalement imaginable. Et la réaction internationale, celle prise par l'Union européenne, est importante, mais elle n'est pas suffisante. Hier, ce matin, s'est réunie l'Organisation internationale de l'aviation civile. D'abord, pour engager une enquête, et cette enquête, ça a été révélé il y a 3 heures, donc, internationale sur les conditions de ce détournement, parce que l'OACI est l'agence des Nations Unies qui gère le transport aérien civil pour engager toutes les procédures. Il y a dans le règlement de la Convention de Chicago, qui permet l'existence de cette organisation qui est basée à Montréal, il y a l'article 88 qui permet de suspendre les droits de vote et la participation d'un pays. Réclamons que l'article 88 soit appliqué à l'encontre du Bélarus. Ce n'est pas que symbolique. Ça veut dire que toutes les informations dont disposera le pouvoir bélarusse en matière d'information aérienne internationale lui sera interdit. Par ailleurs, il a été décidé, et je dois dire que, connaissant bien les institutions européennes, je suis néanmoins tombé de ma chaise, qu'il y avait la suspension de 3 milliards d'aides, 3 milliards d'euros d'aide au Bélarus. J'ai interrogé des responsables de Bercy, personne n'était au courant. Ça veut dire que malgré, je dirais, la dérive toujours plus dictatoriale et autoritaire du Bélarus, l'Union européenne continuait à alimenter. Bien sûr, il ne s'agit pas de sanctionner le peuple, les habitants, la population du Bélarus, mais qui contrôle l'utilisation de ces aides et de cet argent? Et je dois dire, tant mieux si cela a été levé, mais c'était quand même inquiétant qu'on ait continué, business as usual, les affaires d'abord, comme toujours. Enfin, les sanctions individuelles, parce que le but est effectivement pas de frapper la population bélarusse qui est déjà extrêmement touchée économiquement, socialement, mais surtout dans ses libertés et dans sa démocratie, ce sont les sanctions ciblées. Aujourd'hui, il n'y a que 88 personnalités, dont Loukachenko et sa famille, qui sont ciblées, et 7 entités. Avant-hier, au Sénat, j'ai demandé publiquement au ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, de porter ce nombre à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Parce que sur quoi repose aujourd'hui le régime de M. Loukachenko? Un soutien populaire? Sûrement pas. Mais il y a environ, et on le sait, quelques 10 000 cadres de ce régime qui le soutiennent encore
dans le cadre de grandes entreprises, mais aussi de l'administration, qui n'y croient plus, qui le soutiennent simplement par intérêt personnel. Si ces gens-là, nous commençons à les sanctionner avec les systèmes de sanctions sur leurs biens, leur capacité de voyager dans le reste de l'Europe, je crois que là, on pourra commencer à faire basculer ce régime qui repose sur une immense garde prétorienne, mais qui n'est qu'une garde prétorienne, qui ne représente plus le fond, la volonté, le besoin de liberté, le besoin d'appartenance européenne du peuple bélarusse. Alors oui, bien sûr, nous réclamons la liberté pour Roman et pour Sofia, nous réclamons la liberté pour tous, mais nous refusons l'impunité de fait qui existe par rapport à Loukachenko et bien d'autres, des gens qui procèdent à des formes de massacre des personnes, de leur identité, leur disparition. Donc, nous serons là, et en tous les cas, moi, en tant que parlementaire, je pense que nous sommes de plus en plus nombreux dans la foulée à prendre conscience de ça. Soit nous cédons sur nos valeurs, sur nos principes fondamentaux, soit, et nous ne sommes plus européens, soit nous restons européens et nous continuons à nous battre à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Merci. Merci infiniment. Nous sommes nous apprécions énormément le soutien justement du Parlement français, le Parlement européen. Et ce que je voulais dire aussi à rajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'aide et sur la position de l'Europe face à Loukachenko. Vous savez, dimanche dernier, le monde entier s'est rendu compte que Loukachenko est un terroriste, alors que les Bélarusses le savaient déjà depuis 26 ans. Le dimanche dernier, le monde entier s'est rendu compte que Loukachenko est un criminel, est un schizophrène, est un psychopathe, alors que les Bélarusses le savaient déjà depuis 26 ans. Et depuis le août 2020, nous sommes en train de le dire au monde entier, nous essayons de le dire à haute voix, et je comprends totalement qu'en étant ici en Europe, en ayant un système démocratique en place, en ayant des institutions démocratiques, on ne peut pas croire que cela est possible. On ne peut pas imaginer qu'une situation, ce qui est arrivé ce dimanche, arrivera. Alors nous, les Bélarusses, nous le savions. Et nous le vous disons encore, cela va encore une fois arriver. Pas des âneries, mais des crimes de ce genre-là vont encore arriver. Donc, nous vous invitons à faire le plus que dans votre pouvoir, tout ce qui est possible et impossible pour nous aider à se libérer de ce despote. Merci. Alors, je passe la parole. Bonjour. Je voudrais ajouter quelque chose d'important par rapport à tout ce qui a été déjà dit. Vous savez, à l'époque soviétique, au KGB et dans les autres services secrets, il existait quelque chose qui s'appelait mesure active, c'est-à-dire ce qu'entreprenaient ces services, notamment à l'étranger, pour tuer, emprisonner, kidnapper les opposants et les supposés ennemis du régime. À l'époque post-soviétique, bien sûr, Poutine a commencé déjà à avoir recours à ces mesures actives avec les meurtres d'Anna Politkovskaya, de Natalia Estemirova, de Boris Nemtsov, avec les empoisonnements qui étaient censés faire peur. Et maintenant, le régime biélorusse suit exactement la même piste. Il ne faut pas considérer que cette affaire de détournement de piraterie aérienne est une affaire en quelque sorte unique. Parce que nous avons vu encore au début des protestations, les Biélorusses, les services biélorusses ont concocté un faux, soi-disant une conversation entre deux agents américains, américains et allemands, qui parlaient de renversement du régime. Maintenant, il y a très peu de temps, il y avait une autre provocation, cette fois plus étoffée, si l'on peut dire, mais aussi une mesure active purement, c'est-à-dire les services biélorusses, ensemble avec les services russes, ont concocté un pseudo-complot
et des collaborateurs de ces services se sont fait passer pour des généraux. Donc quelques opposants, 3 opposants, ont été attirés à Moscou et là, ils ont été arrêtés, soi-disant, en flagrant délit. Cela rappelle d'ailleurs ce que les autorités russes ont fait il y a une dizaine d'années, aussi avec un Géorgien prétendument fomentant un complot. Maintenant, donc le détournement de cet avion, c'est une nouvelle mesure active, cette fois extrêmement active, et nous pouvons nous attendre à d'autres mesures de ce genre parce que on voit très bien que maintenant les deux régimes, russe et biélorusse, ne connaissent plus aucune limite. À chaque fois que quelque chose se produit, on se dit non mais c'est pas possible, c'est inimaginable. Et pourtant, l'inimaginable se produit. En même temps, je voudrais quand même donner une petite note d'espoir. Le fait que le régime biélorusse, de même que le régime russe, sont obligés à recourir à ces mesures actives pour semer la terreur, signifie aussi qu'ils ont peur du peuple, ils ont peur du peuple biélorusse et ils ont peur du peuple russe. Donc, cela prendra peut-être encore du temps et il y aura peut-être d'autres personnes arrêtées, etc. Mais je crois que ça quand même dénote le début de la fin de ces deux régimes. Vive le Bélarus. Merci. Moi, je partage votre espoir. Nous le partageons tous. Et avant de passer la parole à Nicolas Tanzen, je voudrais dire un slogan qui a été dit il y a très longtemps pour en solidarité avec le peuple tchèque. C'est pour votre liberté et pour la nôtre. За вашу и нашу свободу. Pour votre liberté et pour la nôtre. И нашу свободу. За вашу и нашу свободу. За вашу и нашу свободу. За вашу и нашу свободу. Merci. Nicolas, vous êtes là. Mes chers amis, nous sommes ici d'abord pour demander la liberté pour Raman, pour Sofia, pour les plus de 430 prisonniers politiques qui actuellement croupissent dans les geôles de Loukachenko. Nous sommes ici pour demander la liberté pour le Bélarus, pour que les promesses de liberté qui ont été ouvertes avec la révolution pacifique qui s'est installée depuis maintenant 9 mois voient enfin le jour. Nous sommes ici pour demander la liberté pour l'ensemble des peuples qui sont soumis au joug, d'une manière ou d'une autre, de la Russie ou par la complicité de ce régime criminel de Moscou. Hier, nous avons eu des élections qui n'en étaient pas en Syrie. Nous avons eu le vol d'élections au Bélarus. Nous avons des élections confisquées en Russie même. Nous avons une guerre en Ukraine qui a fait plus de 13 000 morts. Et je crois que le vrai sujet que nous avons aujourd'hui à traiter, c'est bien sûr ce régime sanglant de Loukachenko, mais c'est aussi le régime criminel de M. Poutine. Et soyons parfaitement clairs, dans la liberté que nous demandons pour le peuple au Bélarus, nous avons une composante qui est la lutte contre ce régime. Mais nous avons aussi une autre composante. Si nous acceptons l'interférence de Moscou dans les élections au Bélarus, dans n'importe quel processus politique au Bélarus ou ailleurs, en Ukraine, en Géorgie, en Syrie, etc., nous n'aurons pas de liberté. Parce que peut-être qu'un jour, M. Loukachenko sera débarqué. Quelle importance! Bien sûr, il faut qu'il aille à La Haye devant la Cour pénale internationale. Mais si c'est pour être remplacé par un autre pantin, pour que cette révolution soit à nouveau confisquée, peut-être avec un dictateur un peu moins ridicule dans ses habits soviétiques, pour quelqu'un apparemment plus présentable, mais qui sera tout aussi meurtrier, ça ne vaudra pas la peine. Et ce à quoi nous, peuples européens, nous, gouvernements européens,
nous devons nous opposer fermement. C'est la mise en coupe réglée par Moscou de ce régime. Nous devons dire clairement qu'il ne saurait y avoir de zone d'influence en Europe. Il n'y a pas de zone d'influence pour les peuples libres. Il n'y a pas de zone d'influence lorsque les peuples en ont décidé autrement. Le Bélarus doit pouvoir s'autodéterminer librement, de manière transparente dans ses choix. Et nous, Européens, nous devons garantir sa liberté. Nous devons garantir son droit à décider tout seul, ce peuple bélarusse, de son destin. Nous devons être les garants de la liberté et des droits. Et je crois que c'est ce tournant-là que nous devons comprendre. Tant que nous ne résisterons pas au pouvoir criminel du Kremlin, tant que nous ne demanderons pas en même temps aussi la liberté pour la Russie libre, que nous ne demanderons pas la libération de tous les prisonniers politiques aussi en Russie, eh bien, cela ne servira à rien. Cette cause des peuples, en Syrie, au Bélarus, en Ukraine, en Russie, en Géorgie, c'est une cause commune. Mais c'est une cause commune qui va encore au-delà, qui rejoint aussi notre combat en Birmanie, qui rejoint également notre combat à Hong Kong, qui rejoint notre combat partout où les peuples sont persécutés. Et je crois que c'est vraiment le combat du XXIe siècle. Le combat d'un côté pour les droits et pour la liberté, contre des régimes qui ne veulent pas laisser au peuple la capacité de choix et la capacité de vivre dans la dignité. Un dernier mot, c'est d'abord pour rendre hommage au peuple du Bélarus, ce peuple d'une dignité et d'un courage sans nom, qui continue tous les jours à manifester contre le régime, à porter les couleurs du drapeau authentique du Bélarus, le blanc et le rouge. Et ce peuple-là, nous devons lui rendre hommage, nous devons être à ses côtés. Et donc c'est pour ça qu'ensemble, je voudrais dire aujourd'hui, jamais nous ne pourrons vous laisser tomber. Vive le Bélarus libre! Merci beaucoup pour votre parole. J'ai aussi voulu souligner quelque chose de très important depuis le début de ce lèvement du peuple bélarus. C'était uniquement dans le premier but, dans l'unique but d'accéder à la démocratie, à la liberté. Il n'y a jamais eu de questions géopolitiques. Et c'est très important de souligner car Poutine voudrait qu'il y aura des problèmes géopolitiques avec la Russie. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Le Bélarus ne fait pas partie de la Russie, mais le Bélarus aime son voisin en tant que peuple, en tant qu'être humain, en tant que démocratie à venir. Et nous espérons que ce sera le cas. Et le peuple bélarus est profondément européen ici, parce qu'il partage les valeurs européennes et les valeurs démocratiques. Il le montrait en mois d'août, il le montre chaque jour par tous les moyens de résistance. Et vous avez raison, nous allons continuer. Nous n'allons pas s'arrêter tant que nous n'avons pas gagné. C'est pour ça que nous allons gagner. Vive Belarus! Je passe la parole à Anne-Marie Gossard. Bonjour à tous, on est là en tant qu'Europe Unie. Europe Unie, c'est l'ensemble des communautés et des groupes d'amitié des pays d'Europe centrale, orientale et du Nord. On est lituanien, on est estonien, on est ukrainien, on est géorgien. On est géorgien et on est venu dire notre soutien au Bélarus. Il y a aussi avec nous des Russes, parce que comme le disait Alice, le problème c'est pas la Russie. Nous sommes les amis du peuple russe et nous voulons une Russie libre. Mais et tous les arguments de russophobie, vous pouvez les remballer. En revanche, on veut dire liberté, liberté pour Roman, liberté pour Sofia, mais aussi liberté pour Navalny, liberté pour tous les prisonniers politiques, qu'ils soient en Bélarus ou en Russie. Nous voulons dire stop, stop à l'expansionnisme russe. Stop à l'expansionnisme russe. Stop à ce qui s'est passé en Géorgie, à ce qui se passe en Crimée, à ce qui s'est passé à ce qui se passe aujourd'hui en Donbass. Nicolas le rappelait, il y a 13 000 morts aujourd'hui dans ce conflit. Stop aussi aux arrestations arbitraires, que ce soit en Bélarus, que ce soit en Russie. Stop aux assassinats. On a tous en tête Podolskaya, on a tous en tête Nemtsov, on a tous en tête les empoisonnements.
Donc on veut dire stop à cette politique et montrer notre solidarité. Et c'est tout. Sachez que ce sont tous les peuples d'Europe centrale, orientale et du Nord qui sont derrière vous, Bélarus, contre l'expansionnisme russe et ces zones d'influence que voudraient nous imposer. Il n'en est pas question. Bonsoir tout le monde, je suis Vassili Kalmatsui et je vais parler de la part des unionistes de la République de Moldavie et de Roumanie. Je vais dire 3 messages. Premier message, c'est au camarade Loukachenko. Товарищ Loukachenko, вы ошиблись столетием. Monsieur camarade Loukachenko, vous êtes trompé de siècle. Il y a des choses qui ne se font pas et là, vous avez dépassé la limite. Deuxième message, j'ai à passer à Monsieur Macron, à Monsieur Biden et à Madame Merkel, et surtout à Madame Merkel. Il ne faut pas faire des zones d'influence, de partager des zones d'influence en Europe. Là, vous avez passé une limite en construisant Nord Stream 2. Sachez que les peuples d'Europe veulent disposer eux-mêmes de leur futur, ne pas avoir de zones d'influence. Et le troisième message est à passer à Monsieur Poutine. Господин Путин, руки прочь от Молдовы, руки прочь от Украины, руки прочь от Грузии, руки прочь от Белоруссии. Monsieur Poutine, n'intervenez pas ni en République de Moldavie, ni en Ukraine, ni en Géorgie. Les peuples doivent décider eux-mêmes de leur sort. Et troisième message, j'aime bien les chanteurs biélorusses qui chantent. On n'est pas не быть скотом, on n'est pas du bétail. On veut être des gens libres. Vive le Bélarus et vive les gens libres. Merci beaucoup pour votre intervention. Oh là, ce sont mes affaires qui voyagent. Hop, hop. J'appelle ici Marie Mandras de prendre la parole. Bonsoir, je suis Marie Mandras. Et je voulais tout de suite vous annoncer qu'à la revue Esprit, nous venons de créer un comité Russie-Europe, sans trait d'union entre les deux, pour faire un titre court et bien montrer qu'il y a un grand espace européen et puis la Russie. Et que donc le comité est bien entendu un comité Biélorussie, Russie, Ukraine, Moldavie, Europe. La philosophe Hannah Arendt écrivait très justement que le recours à la force et à la violence est la grande faiblesse des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent exister sans le recours à la violence, à la fois contre leur propre peuple et contre les pays voisins et contre le monde entier. Nous l'avons suffisamment vécu au XXe siècle. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Alice sur le fait que en Biélorussie, et pour nous, spécialistes de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Russie, nous savions depuis déjà de longues années que le régime de Loukachenko était dangereux pour sa propre population. Aujourd'hui, il est devenu dangereux pour sa population et pour les 750 millions d'Européens, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent en Europe jusqu'à la Russie incluse. Donc, notre mission, c'est de combattre les deux personnages, Poutine et Loukachenko, qui sont en train de mettre en danger non seulement leur propre peuple, mais toute l'Europe. Et c'est enfin ce que, il me semble, nos gouvernements ont compris après l'acte abominable de dimanche dernier. Parce que jusqu'à dimanche dernier, on entendait encore en France et ailleurs l'idée qu'au fond, Loukachenko, ça convenait aux Biélorusses, Poutine, ça conviendrait aux Russes. Et que même la formidable mobilisation des Biélorusses en août dernier a été peu à peu oubliée, tout simplement parce que le dictateur a choisi d'utiliser la violence extrême.
L'autre aspect très important qui a déjà été dit et qui doit être souligné, c'est que bien entendu, Loukachenko n'existerait plus sans Poutine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, il sera très compliqué pour Poutine d'exister quand Loukachenko sera tombé. Et donc les deux sont maintenant liés dans cette association mortifère qu'a décrite Alice. N'oublions pas non plus, parce que le problème de nos gouvernements et de nos opinions publiques, c'est qu'elles ont la mémoire courte. Qui aujourd'hui, à part nous tous, se souvient qu'il y a encore quelques semaines seulement, la Russie avait massé près de 150 000 troupes surarmées à la frontière est de l'Ukraine. Ça, si c'est pas une forme de terreur, qu'est-ce que c'est? Nous avons tous été obligés de nous mobiliser, et évidemment. Face à des dictateurs qui vivent maintenant dans leur propre délire paranoïaque, qui sont hantés par la possibilité d'être anéantis, et qui sont donc hantés par la possibilité d'être sanctionnés, parce que bien entendu, s'ils sont toujours au pouvoir, c'est tout simplement qu'ils ont peur de la sanction et de la punition. Et ils ont peur du tribunal de la haie. Et donc, l'attention que nous prenons à ce qui se passe dans ces deux pays est absolument essentielle. Qu'ils ne puissent pas s'enfermer dans leur Kremlin et qu'ils ne peuvent pas enfermer leur propre population. Je serais très favorable à une reconnaissance par l'Union européenne et d'autres institutions multinationales d'une représentation en exil de la Biélorussie. Je crois que c'est un pas extrêmement important pour que tous puissent enfin cesser de parler d'un président biélorusse, il n'y en a pas, d'un État biélorusse, il n'y en a pas, c'est un système voyou, d'un Parlement biélorusse, il n'y en a pas. Mais comme la nature a horreur du vide, il faut absolument qu'il existe une institution en exil, même si temporaire, qui montre bien que l'État biélorusse aujourd'hui n'a plus aucune légitimité. Bravo au peuple du Bélarus, vive le Bélarus! Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important. Je suis absolument d'accord avec vous sur tous les points, sauf un. Nous avons un président, et plus correctement dit, une présidente. Elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya, et plusieurs preuves en témoignent que c'est elle qui a remporté les élections. Et le gouvernement en exil est en train d'être constitué également. Et plus que cela, il y a le travail sur un État numérique, une démocratie participative numérique que plusieurs diasporas sont en train de mettre en place. C'est un projet ouvert, c'est un projet dont on parle et c'est ça qui empêchera un nouveau Loukachenko d'arriver au Bélarus au pouvoir. Je redonne la parole à Alexei Prokopiev et je voulais aussi souligner une chose très importante. Nous le savons tous, la Russie, ce n'est pas Poutine. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup, merci à vous, merci à la communauté des Bélarusses de Paris, de France, pour votre mobilisation, merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants, merci bien évidemment à Marie, à Galia, à Nicolas, à André, à Amnesty International, à Reporters sans frontières, à tout le monde. C'est une solidarité entre nous et bien sûr aussi aux Ukrainiens, aux Lituaniens, aux Moldaves, aux Géorgiens. C'est une solidarité entre nous et ça a été dit, c'est le même combat que nous portons. C'est un combat pour la liberté, un combat pour la liberté des peuples face aux autocrates. Et c'est un combat qui est extrêmement important. Je pense que cette solidarité entre nous, on doit la continuer, on doit mener ce combat aussi pour qu'on puisse s'exprimer, on peut s'exprimer ici aujourd'hui à Paris comme dans d'autres villes d'Europe et du monde entier. Et c'est un slogan, Alice, que tu as déjà dit, mais je pense que c'est un slogan extrêmement important, parce que c'est un slogan qui date en effet de 68 de Tchécoslovaquie, et c'est sur la place rouge que des militants et des activistes
en 68 était sorti avec ce slogan que j'ai vu ici, pour votre liberté et pour la nôtre. Pour votre liberté et pour la nôtre, c'est un formidable slogan de solidarité, c'est un formidable slogan de liberté, et je vous propose qu'on le scande aujourd'hui tous ensemble en russe. За вашу и нашу свободу! 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 За вашу и нашу свободу!